Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Coin Recherche. Aujourd'hui, épisode F de notre saison 3 qui a pour but de vous exposer une extension d'une généralisation de la correspondance de Robinson-Chedstead-Nuss via de la combinatoire de type A. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'effectuer cet enregistrement au sein même du laboratoire qui m'a vu naître, mathématiquement parlant, au LACIM, à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, donc bien sûr en plein milieu de Montréal. Et ça fait d'autant plus plaisir que je me dis que par rapport à cet enregistrement, ça va faire, allez, bon, ne chipotons pas sur les quelques jours, ça va faire exactement 6 ans que je suis venu pour la première fois à Montréal, au moment même où j'allais décider de démarrer mon doctorat à Montréal. Et à vrai dire, avoir visité cette ville m'a carrément conquis et m'a vraiment mis en avant l'envie d'effectuer ce doctorat à Montréal. Et clairement, avec les années qui passent, je suis très heureux d'avoir effectué ce choix, bien qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Je ne vais pas vous refaire toute cette histoire, je la raconte déjà suffisamment à travers les vidéos d'une vie de mathématiques que je vous invite amplement à aller voir. Je vais d'ailleurs mettre un lien en description pour aller voir l'épisode concernant ce choix qui n'a pas été évident à faire, d'aller faire mon doctorat à Montréal. Bref, aujourd'hui, donc, attaquons cet épisode F de notre saison 3, où nous allons revenir un tout petit peu plus sur la correspondance de Robinson-Chedstead-Nuss, donc que j'abrégerai à partir de maintenant RSK. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une autre réalisation de cette correspondance. Alors, quelques petits rappels, je pense, s'imposent. Nous avons vu, dans un premier temps, une bijection qui était possible d'effectuer entre les permutations et en fait les paires de tableaux de Young standard, donc qu'on abrège ici SYT hein, en anglais, bien sûr. En bon anglais, on inverse tout l'emplacement des mots, comme me faisait souvent la blague François. Bref, de taille N et de même forme. Donc on a déjà vu cette bijection qui passait à travers notamment des insertions lignes de Schoenstedt. Puis nous avons vu une autre correspondance qui permettait d'établir également une bijection entre des matrices à coefficients entiers naturels de taille n fois m fixée vers des paires de tableaux de Young semi-standards avec des conditions sur les entrées que nous devons mettre pour le tableau P, pareil pour le tableau Q, qui dépendent en fait du nombre de lignes et du nombre de colonnes de notre matrice, donc plutôt là ici colonne et ici ligne. Et important, il faut que les deux tableaux de Young soient de même forme. Alors, il y a eu aussi d'autres épisodes où je vous avais introduit ce que c'était ces tableaux de Young standards. Je vous ai aussi introduit ce qu'étaient les tableaux de Young semi-standards. Donc là, on va avoir vraiment un peu besoin de toute la panoplie de la saison 3. Mais là, j'ai préféré vraiment me focaliser sur les points les plus importants qu'il était bon d'avoir pour cet épisode. Donc d'avoir déjà un petit peu vu ces épisodes-là, ça peut être utile. Si vous ne connaissez pas ce que sont les tableaux de Young semi-standards ou les tableaux de Young standards, je vous invite grandement à aller jeter un coup d'œil aux épisodes précédents, donc à vrai dire à tous les épisodes précédents, parce que là on va avoir besoin d'un peu de tout. Et le point ici le plus important qu'il faut avoir vu pour pouvoir suivre cet épisode, c'est les calculs d'invariant de Green-Kleitman. Bon, à vrai dire, je pourrais vous dire, vous pouvez regarder cette vidéo sans forcément avoir vu les épisodes précédents. C'est juste que vous allez voir un gars qui va faire un petit calcul et qui va vous montrer un petit truc sympa, mais vous n'allez pas forcément en comprendre les fondements ou les trucs très jolis qui sont derrière. Vous allez juste voir un mec qui fait des calculs. Donc bon, c'est pas forcément des plus agréables, je pense, je sais pas. À moins que les gens aiment bien l'ASMR mathématique, j'en sais rien. Bref, je vais arrêter cette parenthèse qui ne sert strictement à rien. Et donc, lançons-nous sur une réalisation de cette correspondance RSK via Green-Kleitman. Alors, je me permets de rappeler que dans l'épisode 3D, je vous avais fait un calcul explicite permettant d'associer la matrice que vous voyez ici vers la paire de tableaux de Young semi-standard que vous voyez ici. Et donc, pour effectuer ce lien, on avait transformé cette matrice en BIMO, donc c'était en fait, on va dire une matrice de taille 2 fois le nombre, donc on a 2 lignes et on va avoir en nombre de colonnes la somme des entrées de notre matrice. Et puis, à partir de ce BIMO, eh bien, on effectuait des insertions lignes Schoenstedt exactement dans la même veine que pour la correspondance RS que nous avons vue dans cet épisode 3B.
Aujourd'hui donc, je vais vous proposer cette autre réalisation en partant directement de la matrice et en faisant quelques calculs d'invariant de Green-Klettmann. Alors comment ça va marcher? Pour pouvoir faire un calcul d'invariant de Green-Klettmann, si vous avez bien vu donc cet épisode, vous devriez vous souvenir qu'on a besoin d'avoir un graphe orienté. Et donc c'est ce que nous allons faire, nous allons nous donner un graphe orienté et en fait un remplissage de ce graphe orienté très directement. On va tout simplement dessiner une grille et on va l'orienter de gauche à droite et de haut en bas. Donc ça va me donner par exemple, en tout cas pour cet exemple, le remplissage du graphe grille que vous voyez à présent. Et à partir de maintenant, eh bien, je vais m'amuser à calculer des invariants de Green-Klettmann sur des sous-graphes particuliers de ce graphe. Et je ne vais pas choisir n'importe quel sous-graphe, je vais regarder les sous-graphes donnés par les premières lignes, et puis je vais m'amuser à calculer ces invariants. Donc quand je dis les premières lignes, c'est d'abord vous regardez le sous-graphe donné par la première ligne, puis le sous-graphe donné par les deux premières lignes, puis le sous-graphe donné par les trois premières lignes, et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous avez terminé avec votre matrice, si la matrice n'était pas de taille 3 fois 3, mais de taille n fois m. Et vous faites pareil pour les colonnes. Vous allez d'abord regarder le sous-graphe donné par la première colonne, puis le sous-graphe donné par les deux premières colonnes, puis le sous-graphe donné par les trois premières colonnes. Et si votre matrice était plus grande, vous continuez jusqu'à ce que vous obtenez toute la matrice. Et ce que nous allons faire, donc c'est les invariants de Green-Klettmann, nous avons vu que ça va donner des partages, et vous allez voir que grâce à ces partages, eh bien, on va parvenir à retrouver les résultats de ces choses ici. Donc les tableaux de Young semi-standard associés à notre matrice. Alors allons-y, allons-y. Pour utiliser une expression vieillotte qui ne s'utilise que très peu maintenant. Bref, je commence par calculer l'invariant de Green-Klettmann sur ce sous-graphe. Ici, rien de très difficile. Donc je rappelle, pour calculer l'invariant de Green-Klettmann, il faut déterminer des chemins que nous pouvons avoir dans notre graphe et attribuer des poids à ces chemins. Donc là, ici, notamment, on peut prendre le chemin le plus long. Le poids, ça va être tout simplement la somme des entrées que nous parcourons. Donc là, 1 plus 0 plus 3, hein, ça semble être le chemin qui a un poids maximal. Hein, donc c'est le but de ce calcul, c'est toujours de déterminer les poids maximaux étant donné le chemin ou les couples de chemins ou les triplés de chemins suivant les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Là, ici, on n'a besoin que d'un seul chemin pour parcourir tous les sommets. Et donc, en faisant cette somme, on trouve ce qu'on appelle normalement la première entrée de notre invariant de Green-Klettmann, qui est ici tout simplement 4. Bon, voilà. Et on s'arrête puisqu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour parcourir tous les sommets de notre sous-graphe. Tous les sommets d'ailleurs avec une entrée non nulle. Hein, on avait vu ça aussi, que s'il y avait des entrées nulles, c'est pas très grave. Si on les saute, on peut très bien arrêter le calcul plus tôt s'il y a suffisamment de zéro. Donc voilà, là j'ai fait le calcul pour la première ligne. Il n'y avait rien de très folichon. Maintenant, si je m'amuse à faire sur les deux premières lignes, que va-t-il se passer? Bon, là, je refais la même chose, je cherche le chemin de poids maximal dans ce graphe, et là, le chemin de poids maximal, il est donné par cette chose-là. Très bien. Et donc là, on voit qu'on retrouve, on trouve pas 4, on trouve 5 cette fois-ci. Donc la première partie, c'est 5. Et là, est-ce que j'ai fait le tour de toutes les entrées non nulles? Non. J'ai pas fait le tour de 2. Donc là, maintenant, je vais regarder les paires de chemins. D'accord? Et puis pareil, je vais donner des poids à ces paires de chemins, et encore une fois, je vais faire la somme des entrées que je parcours sans multiplicité. Donc si j'ai deux chemins qui passent à travers le même sommet, je le compte qu'une seule fois. Donc là, par exemple, vous voyez qu'une paire de chemins assez triviale, ça serait par exemple celle-ci. Et donc la somme des entrées que je vais obtenir, ça va me donner 7. Et je fais la soustraction avec le résultat que j'ai obtenu pour un seul chemin. Donc là, ça va faire 7 moins 5, ça va me donner 2. Et maintenant, j'ai réussi à parcourir toutes les entrées non nulles de ce sous-graphe, donc j'ai terminé. Donc j'obtiens 5,2. Très bien. Et puis je continue jusqu'à faire la matrice entière. Clac. Et rebelote. Donc on détermine d'abord le chemin de poids maximal. Ici, on voit que ce chemin-là est de poids maximal. Donc je vais trouver 5. Mais je n'ai pas parcouru toutes les entrées, donc il faut que je recommence. Là maintenant, si je cherche des paires de chemins de poids maximal, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous devriez voir que ce chemin-là avec ce chemin-là devrait convenir. Okay, je tiens quand même à rappeler, hein, je l'avais signalé dans cet épisode, mais ça peut arriver que quand vous prenez une paire de chemins, il n'est pas obligatoire que le chemin de poids maximal soit inclus dans le couple de chemins que vous allez déterminer. Il se peut très bien que... Alors, le seul truc dont on est certain, c'est que les sommets qu'on va traverser avec le premier chemin, ça va être inclus dans les sommets que nous allons parcourir pour la paire de chemins. Ça, il y a bien sûr une inclusion, mais ce n'est pas une obligation
que le chemin que nous avons trouvé pour le poids maximal soit dans la paire qui nous donne le poids maximal pour la paire de chemins. Donc là, ici, bon, bah, la paire de chemins, là, ça va bien se passer. On va avoir en fait lui plus lui. Donc ça va me donner 5 plus 3, donc 8. Et puis bon, il faut que j'enlève le résultat que j'ai obtenu avec un seul chemin. Donc ça va me donner tout simplement 3. Et puis je recommence avec un triplet de chemin. Et là, le triplet de chemin, bah, je vais obtenir tout le monde. Je pense que c'est assez clair. Et donc, bah, il n'y a qu'une seule entrée que je n'ai pas parcourue, c'est celle-ci. Donc bah, si je fais la soustraction comme demandé, je vais me retrouver avec comme dernière valeur 1. Et voilà, je viens de faire le calcul pour les lignes. Je vais maintenant me lancer à faire le calcul pour les colonnes. Je vais aller un tout petit peu plus vite cette fois. Donc les colonnes, je commence avec celle-ci, je trouve 2. Là, si je fais les deux premières colonnes, je vous laisse vous amuser à le vérifier par vous-même. Je vais trouver 4, 1. Et enfin, si je m'amuse à refaire pour tout le monde, eh bien, je vais retrouver à nouveau 5, 3, 1. Alors, vous pourrez constater, et bon, bah, ça, c'est quelque chose qui va arriver tout le temps dans la suite des calculs, d'ailleurs, dans la généralisation que je vous proposerai à l'épisode suivant. Alors oui, dans la généralisation que je vais vous proposer plutôt l'épisode suivant, on va pas forcément avoir ce genre de phénomène, mais on va avoir quand même quelque chose qui va être un peu similaire. Bref, ce que je veux ici signaler, c'est surtout le fait que vous avez une inclusion. Donc en fait, vous avez une suite de partages inclus les uns dans les autres. Et ça va être tout le temps le cas, en fait, quand vous faites les calculs d'invariant de Ring-Klettmann avec les règles que je viens de donner, vous allez toujours vous retrouver avec des inclusions de cette forme-là. Et donc, qu'est-ce que j'entends ici par inclusion? C'est que si vous vous amusez à dessiner les diagrammes de Ferrer, des partages, eh bien, ces deux cases-là sont bien inclus dans le diagramme suivant, qui est inclus ensuite dans le diagramme, il faut bien le dessiner quand même, tac, tac, et tac, suivant. Je vais faire pareil pour les jaunes, donc là, j'essaie de faire gaffe que ça se voit bien. Oui, on le voit bien. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, là, je ne suis pas sûr que ça va se voir, donc je vais essayer de le dessiner ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ici, on en a 2. Tac. Et puis là, on va se retrouver avec la même forme. Donc on a une inclusion comme ça, une suite d'inclusion entre les partages. Et en fait, c'est très très lié à ce qu'on appelle les growth diagrammes. Donc c'est les diagrammes de croissance, si je dois traduire ça mot à mot. Et en fait, les diagrammes de croissance, c'est exactement ça, c'est avoir en fait un diagramme, donc là, on va en parler peut-être d'ici quelques instants, mais c'est avoir un diagramme avec des entrées comme ça non nulles, des entrées naturelles et des entrées non nulles, donc on peut avoir des zéros et des trucs positifs, bien sûr. À la suite de quelques calculs, on va partir de partages vides et à la suite de quelques équations, on va faire grandir les partages qui sont en jeu jusqu'à arriver à ces deux bordures qui nous donnent des suites de partages qui sont croissantes. Voilà. Alors là, le fait que ce soit croissant, c'est vraiment très particulier au fait que là, nous prenons des matrices. Donc c'est en cela que, oui, on rentrera dans une génération la prochaine fois. Là, le truc que je veux surtout vous montrer, c'est comment j'arrive à retrouver ces deux résultats de tableau de Young semi-standard. Alors, je pense que si vous avez une belle vue, vous devriez être capable de voir comment je peux retrouver ces deux résultats grâce au calcul que je viens de faire. Si vous n'avez pas de grands yeux, je vais vous aider. En fait, les inclusions, je vais tout simplement numéroter l'apparition des cases au fur et à mesure de mes calculs. Et je vais les numéroter de 1 jusqu'à 3, puisque ici, j'ai tout simplement 3 étapes pour les colonnes, 3 étapes pour les lignes. Maintenant, je pense que vous le voyez très bien, vous devriez commencer à le voir très bien, mais si vous ne le voyez toujours pas, eh bien là, par exemple, pour les colonnes, là, je vais mettre tout simplement 1, parce que c'est le premier calcul pour la colonne. Donc là, ici, je suis obligé de mettre des 1 vu que ce sont les deux premières cases qui sont apparues. Là, j'ai des nouvelles cases qui sont apparues, je vais les numéroter 2. Voilà. Donc là, je sais déjà ce qui est numéroté 1, ce qui est numéroté 2. Et ensuite, il faut que je numérote 3, les dernières nouvelles cases que j'ai dû ajouter pour les derniers calculs. Donc là, je vais avoir ceci. Tiens, chose très rigolote, en effet, on retrouve le partage P qui est ici. Donc si vous faites la même chose pour les jaunes, là vous mettez des 1, là vous mettez des 1, puis des 2 pour les nouvelles cases, et puis là vous avez des 1, puis des 2. Oula, je vais un peu vite là. Tac tac, et là j'ai 3, 3. Voilà. Et donc là, le remplissage que vous trouvez ici, c'est exactement le partage Q.
Eh bien, il se trouve que cette réalisation marche tout le temps. Vous pouvez faire le calcul de RSK par des invariants de Green-Klettman, exactement comme je viens de le faire. Donc bon, je ne vais pas vous faire un énoncé hyper précis, je pense être parvenu à être assez clair. Le théorème, c'est tout simplement de vous dire que ce processus permet de réaliser RSK. Voilà. C'est joli quand même. Et donc oui, ce que je disais, c'est que bon, je vais le faire là vite fait, en effaçant cette partie-là. Cet épisode est un peu court, hein, mais bon, je pense que c'est intéressant juste de vous montrer comment cette réalisation se fait. Je vais juste faire une petite aparté qui pourra être aussi assez utile pour comprendre les idées de généralisation qui vont euh, venir d'ici l'épisode suivant. Donc, l'autre façon de voir ce calcul-là, hop, je crois que c'est dû à Fomine, si je dis pas de bêtises. Là, j'avoue que j'ai pas trop vérifié les références. Donc, je crois que c'est dû à Fomine. Et plus tard, on a une généralisation aussi donnée par Kratenhaller. J'espère que je l'aurais pas trop mal écrit. Si je l'ai mal écrit, je le mettrai en petit texte sur la vidéo, mais bref. Ce que je peux très bien faire, tac, c'est partir de ce genre de graphe. Alors j'espère que je n'ai pas fait. Oh si, j'ai fait une bêtise, il faut que j'en fasse un. Réfléchis 2 secondes. Ouais, non, c'est ça. Donc à chaque intersection de ce graphe, je vais mettre le vide sur tout à gauche. Je vais remplir les cases par les valeurs que nous avons dans notre matrice. Et en fait, il va y avoir des espèces d'équations à satisfaire. Alors bah, là, pareil, j'ai pas eu le temps de rejeter un coup d'œil précis aux équations qu'il faut satisfaire. Puis de toute façon, elles sont quand même très spécifiques, ces équations. Mais simplement pour vous dire qu'on va avoir des équations qui nous permettent de remplir petit à petit ce graphe en mettant en fait un partage dans chacune des intersections que nous avons ici. Et donc, bah là, par exemple, le fait d'avoir un 1 ici nous dit que la somme des cases, donc par exemple, là, je vais juste le dire pour juste les cases, hein, la somme des cases entre les deux partages qui sont ici, plus lui, doit être égale à la somme des cases que nous avons pour les partages qui sont ici, sans le 1 donc. Là, du coup, bah là, ça veut dire que je dois avoir un partage 1 qui est ici, automatiquement. Là, comme il y a 0, bah là, j'ai un partage 1, donc de l'autre côté, je dois aussi avoir un partage 1. Là, pareil, il y a le même genre de calcul qui doit se produire. Bon, là, ça demande un petit peu plus de vérification parce que là, normalement, on devrait avoir le choix entre 2 partages possibles. Ici, ça va donner ce partage-là. Et ainsi de suite, hein. Donc on peut continuer à compléter ce diagramme. Je vais essayer de le faire. Là, je vais essayer en utilisant un petit peu Green-Klettman parce que bah, ça me permet de m'assurer que je ne fais pas de bêtises. Donc là, bah, par exemple, on a 0, je sais que j'ai une case ici. Et là, bah, par exemple, il y a quelques règles supplémentaires à laquelles il faut faire attention. Mais là, par exemple, on voit qu'on a 4. Donc on devrait avoir 4 cases en additionnant ces deux partages. Après, bah, la question, c'est comment je place ces cases. Là, je ne vais pas tenter d'y répondre sans avoir vraiment vérifié avant. Mais je peux vous assurer qu'on va avoir ce résultat-là en pensant Green-Klettman, en imaginant que vous faites le calcul de Green-Klettman. En fait, vous pouvez faire le remplissage juste en vous amusant à faire du calcul de Green-Klettman dans le sous-graphe donné par le carré qui est donné par ce coin ici et ce coin ici. Donc le rectangle, pardon. Donc vous faites le dessin de ce rectangle-là et puis vous faites le calcul de l'invariant de Green-Klettman et ça vous donne le partage qui va se trouver ici. Voilà. Mais il me semble bien qu'il doit y avoir des règles bien précises sur le calcul à faire à chaque fois qu'on se retrouve dans ce type de configuration pour déterminer le partage qui est ici. Bon, voilà, j'ai simplement pas eu le temps de tout vérifier, mais sachez que là, on peut s'amuser à faire du Green-Klettman à chaque étape et bah, on va réussir à trouver en fait quel est le partage qu'il faut placer. Donc là, en l'occurrence, ici, bah, là, on doit avoir 6 cases. 6 cases. Attends, je suis pas sûr là. Tac. Oui, ça doit être ça, je crois. Donc oui, je dois avoir 6 cases, c'est ça. Donc je dois avoir 6 cases. Là, j'ai déjà une case, donc il me reste 5 cases à mettre. Et bon, bah là, par de l'invariant de Green-Klettman, je devrais trouver le partage 4,1 que j'ai trouvé là-bas. Puis là, je dois ensuite continuer. Donc là, on a 3 cases. Donc là, normalement, je devrais trouver 4. Là, ici, ensuite, un petit peu spécial. Donc là, je dois avoir 7, 8 cases et moins une, donc je dois avoir 7 cases. Et on avait trouvé 5,2, donc normalement ça doit être rassurant.
Mais encore une fois, voilà, il doit y avoir des règles supplémentaires pour savoir à quel moment est-ce qu'on va avoir des cases qui passent en dessous. Et puis là, on va avoir donc du coup le partage final, en espérant que je vais y arriver. Clac, clac, clac et clac. Voilà. Donc voilà, on a un jeu de grosses donc diagramme de, croissance. Je vous donne le mot en anglais parce que je pense qu'on pourra plus facilement retrouver des références sur ça en écrivant en anglais. Et bah, voilà, bah, on peut en effet avoir des règles qui nous permettent de remplir une telle grille avec des valeurs qui sont données dans cette grille, en partant de partage vide tout à gauche et tout en haut de ce diagramme, et en arrivant avec des suites de partage, comme vous voyez ici, en dernière ligne et en dernière colonne. Et en fait, bah, il se trouve que ça nous donnerait exactement les résultats de partage que nous avons trouvés ici. Et donc, bon, soit vous pouvez voir ça comme du calcul d'invariant de Green-Kleitman local, soit vous pouvez, et bon là, malheureusement, j'ai pas j'ai pas eu le temps de faire des vérifications sur les références, mais on peut aussi faire des opérations locales qui nous permettent de savoir exactement quel est le partage qu'il faut mettre ici, étant donné les autres partages présents. Mais bon voilà, j'ai pas eu le temps de faire les vérifications et puis, bon bah voilà. C'est vrai que c'est un peu la vidéo, impromptue, mais, c'est pas très grave. Je voulais surtout vous partager cette manière de réaliser RSK. Je pense que c'était le truc le plus important pour moi, en tout cas pour, cette saison 3, parce qu'à l'épisode suivant, j'aimerais vous montrer donc une généralisation de ce type de calcul, mais en travaillant pas que sur, des matrices. On va commencer à s'amuser à travailler sur des diagrammes de Ferrer quelconques et on va regarder en fait des remplissages sur des diagrammes de Ferrer et bah, il va y avoir des règles de calcul qui vont être assez similaires à ce qu'on vient de voir ici et qui vont nous permettre de faire un lien, même des bijections entre des remplissages quelconques de tableaux de Young et des remplissages qu'on appelle des partitions planes renversées. Voilà, donc ça c'est le terme en français. Donc des partitions planes renversées de même forme. Donc on en parlera davantage au prochain épisode. Je vais donc m'arrêter ici, je vais peut-être arrêter de déblatérer sur plein d'autres trucs, je pense que ça ne sera pas très utile. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à, laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode, ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par RSK et puis par plein d'autres trucs que je peux proposer sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner parce qu'on n'est plus très loin des 5000 abonnés et ça serait pas mal d'atteindre cet objectif d'ici la fin de l'année. Donc bah allez-y, ça fera vraiment plaisir, hein. C'est le meilleur moyen d'ailleurs de soutenir la chaîne, de vous abonner. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fera vraiment très plaisir. Donc ici, ça sera pour me soutenir comme d'habitude. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!